Et top, je suis un art considéré comme populaire, mes auteurs sont avec plus de 80% des hommes, je m'adresse à un public masculin et je parle surtout d'hommes. Je suis, oui, le rap? Mais non, pas du tout. On parle de BD ici. Et bienvenue sur l'Art Penseur, votre chaîne de présentation, de partage et d'analyse de bande dessinée. S'il est clair que la femme n'a pas bonne presse dans le rap, que penser de la figure féminine en BD? Même cause, mêmes effets? Oui, en partie, mais c'est bien plus compliqué que ça. Tour à tour occulter des planches, hypersexualisées, puis après reléguées à des stéréotypes graphiques et narratifs, la figure féminine ne connaît une valorisation que tardivement aux alentours des années 2010. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, alors accrochez-vous à vos slips. 30 ans, c'est la période pendant laquelle les femmes seront totalement absentes de la bande dessinée. Mais vraiment totalement absentes. Et c'est sur cette même période, de 1930 à 1960, que s'établiront les classiques de la BD que vous connaissez tant. Dans la première aventure de Blake et Mortimer, qui se déroule sur 3 tomes, sortis entre 1950 et 1954, il n'y a qu'une seule femme présente. Et elle est représentée ici, en arrière-plan. Sinon, tous les autres personnages sont des hommes et encore des hommes. En effet, à partir de 1949, la commission de contrôle et de surveillance des publications destinées à la jeunesse interdisait toute représentation réaliste, supposément érotique, du corps féminin. Dès lors, auteurs comme éditeurs préfèrent s'auto-censurer pour éviter d'être retoqués et de voir retirer des rayons les BD déjà publiés et donc dont les frais ont été déjà engagés. Et c'est pour ça que dans les aventures de Tintin, sur les 300 personnages actifs, seuls 24 sont des femmes, moins de 10%. Mais Hergé l'assume totalement. C'est exact qu'il y a peu de femmes dans mes histoires, mais ce n'est pas par misogynie. Non, simplement, pour moi, la femme n'a rien à faire dans un monde comme celui de Tintin. C'est le règne de l'amitié virile, et elle n'a rien d'équivoque. Et les autres BD sont identiques à l'époque. Mais vous allez me dire, il y a des femmes dans le village d'Astérix. Et c'est vrai. Pourtant, tenez-vous bien, il faut attendre 13 ans et le 19e album, le Devin, pour qu'elles aient enfin le droit à la potion magique, qui est quand même un peu l'intérêt de la BD. Puis attendre le 21e album pour qu'elles prennent place au banquet final. Elles sont présentes, mais peu utiles. Dans leur BD, les auteurs ne cherchent pas la réalité, mais une sensation de réalité. L'absence de femmes dans leurs histoires traduisent tristement le peu de place que la société leur accordait à l'époque. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la Schtroumpfette. Surabondance de personnages masculins et rareté des personnages féminins. Et encore, quand on voit que c'est Gargamel, le méchant de l'histoire, qui a créé la Schtroumpfette, unique personnage féminin de la série, pour nuire au village, on s'en serait bien passé, non? Mais dans ma précédente vidéo sur les plus belles pages de BD, que je vous recommande soit dit en passant, on voyait bien des femmes qui étaient représentées. Qu'est-ce qui a permis ce changement? Et il ne faut pas moins qu'une révolution culturelle dans les années 60 pour que les choses changent. 1. La BD jeunesse va muer et viser un public adulte. Et 2. Conséquence, la BD va leur devenir un véritable médium d'expression et parler des problèmes de la société, dont la place de la femme. On va ainsi voir fleurir des héroïnes de bande dessinée, chose inédite. Citons Christin et Mézières qui ont créé Laureline en s'inspirant justement du combat féministe américain et de Simone de Beauvoir, rien que ça. Citons également Yoko Tsuno, parangon des héroïnes de bande dessinée. Pourquoi? Très intelligente, ingénieure, pilote d'hélicoptère, aguerrie en art martial, et elle va vivre des aventures sur Terre et dans l'espace. Cerise sur le gâteau, en plus de Yoko Tsuno, beaucoup de femmes tiennent des rôles clés dans ces aventures. Il y a aussi l'excellente Adèle Blanc-Sec, une enquêtrice parisienne aussi curieuse que courageuse, intelligente, solitaire et indépendante. Ces 3 héroïnes sont loin des clichés et de l'époque et de ceux d'aujourd'hui. Intéressant. Intéressant. Mais touchée par la libération sexuelle qui frappe de plein fouet la France, la bande dessinée va aussi faire la part belle aux personnages féminins qui revendiquent haut et fort cette liberté. Dès lors, Barbarella, avec son corps de rêve, inspiré de celui de Brigitte Bardot, va faire quelque chose de totalement inédit. Au lieu de faire la guerre, elle va faire l'amour. Comment? C'est simple. Quand elle voit des ennemis, elle enlève le décolte, elle fait tomber Bibi, Bobo, et bim! C'est l'apparition des personnages de Bibi et Bobo, c'est-à-dire de la poitrine féminine en bande dessinée. Le monde de la bande dessinée porte ainsi les revendications de son époque.
La société ne laisse pas de place aux femmes, on ne parle pas de femmes. La société clame l'égalité homme-femme et la libération sexuelle, la BD s'en fait un porte-parole. Cependant, parce que tout n'est pas rose, les auteurs de BD, majoritairement masculins, vont intégrer à cette libération sexuelle leurs propres fantasmes, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. D'une misogynie par absence, on va passer à une misogynie de la représentation stéréotypée, tant graphiquement que narrativement, pour reprendre les termes de Benoît Peters. Autrement dit, l'appropriation du corps féminin au gré des fantasmes masculins. Réifier, c'est le mot savant mais correct pour dire chosifier. Et en BD, justement, les femmes sont savamment chosifiées. Cette réification commence dès la couverture, où la femme va être utilisée en produit d'appel. C'est la foire aux corps irréalistes, aux poses ridicules et sursexualisées afin de faire juste vendre l'album. Et j'en veux pour preuve cette pose particulière. La femme est de dos pour qu'on voit ses fesses et se tourne légèrement pour qu'on puisse profiter de son visage et de ses seins. Et même les plus grands y ont recours parce que Bourgeon est friand de cette pose. Sinon, on a le syndrome Carla Bruni dans Paris Match. Vous savez, c'est une de Paris Match qui montre que même si Nicolas Sarkozy est plus petit que Carla Bruni dans la vraie vie, il sera plus grand et elle en position de faiblesse tendresse sur les unes. C'est alors l'occasion de mettre en image un rapport masculin-féminin, non pas basé sur l'égalité, mais sur l'érotisation de la domination masculine et de la soumission féminine. Car si l'homme est attirant quand il est puissant, la femme, elle, est attirante en fait quand elle est belle et soumise. Par conséquent, les femmes sont généralement très belles et bien plus jolies que les personnages masculins qui les accompagnent. Elles vont avoir le même profil type, jeune, une taille de guêpe, pourvue de fesses et de seins rebondis, avec de longues jambes fuselées. Et on retrouve même ce stéréotype dans la BD d'humour, ce qui est quand même un peu étrange, voire carrément dérangeant quand on voit la mère du petit Spirou au corps complètement irréaliste. Tout ceci se cristallise dans le syndrome du nez. Les hommes ont des nez qui ont du caractère, tandis que celui des femmes est petit et retroussé, perpétuant ainsi le cliché du personnage féminin jeune et joli avec de grands yeux, un petit nez enfantin et une bouche pulpeuse. Enfin, sur les traces de Barbarella, c'est l'apparition récurrente des personnages de Bibi Bobo, donc de la poitrine féminine, mais sans réelle justification narrative. En fait, il y aura une sorte de nudité grivoise et légère pour le plaisir de montrer des seins, tout simplement. Ainsi, la femme est réduite à sa nature attractive, pour capter autant le regard des personnages de la BD que les regards des lecteurs. Seins, fesses et jambes formeront ainsi la sainte trinité du personnage féminin en BD stéréotypé. Au-delà de ces stéréotypes physiques, la femme souffre également de stéréotypes narratifs. Tiens, connaissez-vous le test de Bechdel-Wallace ? On ne peut aller voir un film ou ici lire une bande dessinée qu'à condition de remplir ces 3 règles. 1. Il doit y avoir au moins 2 femmes qui sont nommées. 2. Elles doivent parler ensemble. Et 3. De quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Et ainsi, bon nombre de BD échouent à ce test, car la femme n'est qu'un faire-valoir, un simple personnage secondaire qui donne la réplique au héros. Comme ici, où la femme va poser 1000 questions, simplement pour que le héros explique au lecteur ce qui est en train de se passer. C'est un peu stupide, mais ça fonctionne. Sinon, avec des caractéristiques physiques aussi sensuelles, il existe des constantes sur les femmes en BD. Par exemple, il est très fréquent de lier femmes et prostitution à travers la représentation de la maison close. Et tous les genres en parlent. Dans le western, on va représenter les célèbres saloons où se détendent les cowboys. Dans les BD historiques, on va représenter la taverne avec les filles aux mœurs légères et l'alcool qui coule à flot. Ou alors le harem du roi, richement pourvu en corps féminin. En science-fiction, ça va être l'occasion de montrer une sexualité futuriste et fantasmée. Enfin, même dans les BD d'humour, dans l'aventure humoristique, on le retrouve. Par exemple dans Traquemage avec ses fameuses sirènes, ou alors dans Furieuse et son drôle de bordel où se retrouve l'héroïne à la fin. Bref, les femmes sont jolies et passives et attendent d'être choisies par un homme, un peu comme la BD avec le lecteur. Et en découle un autre cliché, tiens. Les BD d'aventure reposent généralement sur le mythe de la demoiselle en détresse. Cette jeune femme, ingénue et pure, menacée par un méchant qui doit être secouru par le personnage masculin. De quoi mettre en avant l'homme et rendre redevable la femme. En effet, cette surprotection masculine s'explique par la symbolique de la femme, faible, pure et innocente. Ainsi, si les hommes meurent en grand nombre, c'est anecdotique. Ce sont des armées, des pirates, des troupes de paysans, mais c'est pas grave. En revanche, quand un auteur dessine une femme en train de se faire tuer, il représente une limite qui est franchie. Ces femmes anonymes sont des victimes
qui vont signifier le dépassement moral. Qu'on tue des hommes en grand nombre, ok, mais qu'on tue une femme ou un enfant, non, non, non. Et c'est la même mécanique qu'on retrouve avec les viols. Ben oui, en même temps, si on représente la femme comme attirante et faible, dans un milieu où les hommes évoquent leurs fantasmes, c'était normal que les viols soient représentés. Et c'est très bien représenté dans 12 la douce, où on montre la pureté de la femme par sa blancheur, son aspect éthéré, tandis que les hommes, les violeurs, sont sombrement hachurés dans un style beaucoup plus réaliste. Et le viol est alors utilisé comme symbole ultime de la barbarie. La barbarie d'un homme, pour signifier que c'est le méchant. Un homme violent, qui ne craint pas la loi, et surtout qui dépasse les limites morales. La barbarie d'une époque, sinon, comme dans Les Compagnons du Crépuscule, une BD moyenâgeuse, où l'armée violente passe de village en village et de pillage en viol. Enfin, il est rare que l'héroïne subisse elle-même un viol, soit parce que l'auteur ne veut pas égratigner sa création, soit parce qu'il a conscience évidemment de la violence induite pour le lecteur qui se serait attaché et projeté avec son héroïne. Ainsi, le personnage féminin en BD semble restreint par des stéréotypes physiques et narratifs. Elle se cantonne souvent à un rôle de femme objet, objet de désir évidemment, mais aussi objet utilisé pour représenter une limite, pour représenter une épouse, une mère, une victime. Bref, la femme est sujette à l'arbitraire de la violence et au fantasme de ses auteurs et lecteurs. Bon, je le reconnais, jusqu'à présent, le paysage est assez sombre, mais il est temps de donner des contre-exemples. Et je vais frapper fort, très fort, car les auteurs de BD sont particulièrement doués quand même pour inventer les héroïnes de BD. Car oui, comment ne pas aborder ces nombreuses héroïnes qui donnent à la BD ses lettres de noblesse? De quoi faire un top 10 des héroïnes de BD, mais pour une prochaine vidéo, car là je voulais vraiment vous dresser le panorama historique de la représentation féminine dans la BD. Et avant de parler des femmes-femmes, parlons des femmes-hommes et des hommes-femmes. Le fait de changer de sexe montre constamment dans la BD la difficulté de la condition féminine. Une femme qui devient homme dans Peau d'homme et qui assiste aux prédications fanatiques religieuses à l'encontre des femmes, ou l'homme qui devient femme dans Tirésias et qui subit la violence de la Grèce antique se faisant même violer. Sinon, si on prend les différents genres, les héroïnes ne manquent pas en science-fiction, puisqu'on retrouve Kim dans les différents cycles liés à Aldébaran, jeune scientifique intelligente capable de découvrir l'incroyable mentrice, ou Navis, beaucoup plus physique, car c'est la dernière terrienne qui devient une agent intergalactique explorant de nouvelles planètes et de nouveaux peuples à bord du convoi Sillage dans l'espace. Enfin, en plus moderne, on a les scientifiques Lynn et Marlène, qui font face à la poésie du mystère dans Exploracja. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais... En fantasy, on a évidemment la sorcière Mara et sa fille Pélis, qui sont décisionnaires et qui tirent les ficelles pour sauver le royaume Akbar. Ou Epao, cette orpheline chinoise qui pratique l'art martial du moine fou, intelligente, juste bagarreuse et un peu rancunière, mais c'est très bien parce que ça la rend humaine justement. En réaliste, on a celle qui parle, qui utilise un don rare, l'intelligence, pour pouvoir s'en sortir au moment de l'invasion de Cortés aux Amériques, qui devient traductrice et de son peuple et du coup des envahisseurs. Ou alors Ayade Yopougon, qui nous conte l'Afrique sans cliché aucun, tel qu'on aimerait le voir beaucoup plus souvent. Dans l'humour, on a Agrippine, avec son vrai nez, qui caricature l'adolescence bourgeoise de l'époque. Ou alors Noémie, avec son vrai nez également, qui va nous présenter la grande comédie de la vie avec une douce amertume. N'oublions pas les personnages féminins en forme animale. Bagarreuses, comme la renarde Fang, impitoyable chasseuse de démons, ou au contraire la chatte blanche Miss Bangalore qui est diplomate et inventive dans le château des animaux. Mais en réalité, c'est bien le conte qui fait la part belle aux femmes, avec Géante, Peau de mille bêtes, les ogres dieux, etc. Dans une confrontation au pouvoir par exemple, où des princesses voient le pouvoir durement acquis leur monter à la tête et les corrompre, soit dans un style drôle et haletant dans Furieuse, soit alors dans un style époustouflant et touchant dans L'Âge d'Or. Enfin, il y a des artistes qui préfèrent aux héros les héroïnes. C'est l'œuvre poétique des Keraskoé, que je recommande 1000 fois, avec l'excellent Deux Cap et Deux Mots, pour enfants comme pour adultes, avec Miss Patouche ou Beauté, là qui sont plus pour adultes. On a le Très Grand Bourgeon, dont ces 3 principales séries sont admirablement bien portées par des femmes. Bref, il y en a tant à citer. J'aurais voulu vous parler des femmes dans le monde de l'Enfeust, avec un vrai caractère, qui bénéficient de leurs propres histoires, mais qui sont un peu trop dévêtues quand même. Ou aussi on a les femmes dans les cités obscures, remarquablement bien écrites, avec une personnalité riche, mais qui sont quasiment systématiquement engagés dans un rapport amoureux avec le personnage principal, ce qui brise en quelque sorte leur indépendance. C'est l'occasion de remarquer que du côté du récit documentaire, ces BD qui vont journalistiquement décrire un fait réel, les femmes sont abondamment représentées. Elles luttent aux côtés des hommes, soit pendant la révolution iranienne dans Persépolis,
soit pour contrer l'avancée de l'État islamique dans Kobani Calling, où elles vont s'armer et se militariser. Elles sont décisionnaires et guident la petite troupe d'ONG, se faisant respecter par des Afghans à la culture très patriarcale dans Le Photographe. Ou alors, elles vont braver les interdits autour de l'accession à la culture, au savoir et aux arts dans Ainsi se tue Zarathustra. Et c'est ça le paradoxe de la bande dessinée. Les BD qui sont basés sur l'imaginaire semblent oublier trop souvent les femmes, alors que les récits qui décrivent la réalité, même s'ils ne parlent pas directement des femmes, force est de constater qu'ils les représentent constamment, invalidant ainsi bon nombre de stéréotypes précédemment cités. Tiens d'ailleurs, et vous ? Quelles sont les héroïnes qui vous ont le plus marqué ? Quelles sont vos héroïnes préférées ? Mettez-les-moi en commentaire, je sélectionnerai celles qui ont été le plus citées dans mon futur top 10. Je compte sur vous. Mais le vrai tournant va se produire entre les années 2000 et 2010, lorsqu'émerge enfin un certain nombre de dessinatrices très talentueuses. Elles vont progressivement se réapproprier l'image de la femme en BD à travers une littérature de l'intime qui aborde enfin les vraies questions liées à la condition féminine. Cela est d'ailleurs salué à travers le prix Artemisia qui récompense chaque année depuis 2008 une BD réalisée par une ou plusieurs femmes. Et je vous invite évidemment à aller découvrir les BD ainsi primées, je vous mets le lien en description. Ces autrices vont ouvrir la voie à des BD d'un genre nouveau, focalisées sur ce qu'elles vivent. La parole se libère progressivement pour parler du shopping ou du mariage dans des BD qui sont très girly. Mais bien vite, on aborde des sujets éminemment plus importants, tels que leur corps. Et on a vu précédemment à quel point elles en étaient dépossédées de leur corps. Le harcèlement de rue aussi, à travers notamment de nombreux témoignages. Et il y en a eu beaucoup des BD de ce genre. Les relations toxiques, notamment à travers une autobiographie qui analyse les mécanismes d'emprise. Ou alors les violences qu'elles subissent, et souvent conjugales, préférant soit l'angle du constat, soit l'angle de l'analyse, ou alors les conseils pour s'en sortir. Et enfin le droit à l'avortement, récemment remis en question aux États-Unis. Mais rappelez-vous bien qu'on a vu que la majorité des violences faites aux femmes dans les BD avant cela ne sont pas là pour les dénoncer, ne sont pas là pour les analyser ou pour leur donner la parole, mais simplement pour ancrer un univers inquiétant dans lequel évolue le personnage principal. D'où l'importance de cette réappropriation par les femmes. Et c'est vraiment très très important de le comprendre, parce que j'adore toutes les BD que je vous ai citées, mais il faut reconnaître qu'elles véhiculent une image erronée de la femme, qui participe aux problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui dans notre société. Parce que si certains hommes, en dessinant des femmes, extériorisaient leurs fantasmes, les femmes, elles, se dessinent pour exorciser leurs démons. Cette littérature du réel va de pair avec l'avènement des biographies en BD. On voit ainsi fleurir bon nombre de biographies dédiées à des femmes d'exception. Des scientifiques, dont la très inspirante, doublement récipiendaire du prix Nobel, Marie Curie. Des intellectuels comme la journaliste Nellie Bly, l'écrivaine américaine Anaïs Nin ou Virginia Woolf. J'ai un bon accent anglais. Et des grands noms qui ont façonné notre société à travers des combats engagés, dont Olympe de Gouges, la patronne Simone Veil et l'avocate Gisèle Halimi et son engagement notamment pour le droit à l'avortement en France. Dont évidemment Culotté, qui retrace avec humour le parcours de femmes d'exception qui ont réalisé l'impensable à leur époque, s'est fait la vitrine du genre. À travers ces grandes causes, c'est l'occasion de parler de problèmes individuels que rencontrent ces femmes. Le regard désapprobateur de la société, le manque de confiance qu'on leur accorde en raison de leur sexe, et les tabous liés aux premières règles, à la sexualité, au consentement ou même à l'avortement. On comprend alors quelque chose d'essentiel. Quel que soit le domaine de spécialité de ces femmes d'exception, elles portent en elles un combat féministe, leur combat féministe, pour obtenir le droit de faire ce qu'elles ont fait. Marie Curie, le droit d'étudier, c'était pas gagné au départ. Et pour ensuite que la société reconnaisse ce qu'elles ont fait. Pour conclure, j'ai vraiment hâte de lire les BD qui vont sortir dans les prochaines années. Ces BD qui arrivent juste après la libération de la parole des femmes, de la reconnaissance de leur lutte. Ces BD par des auteurs sensibilisés. Je vous parlais par exemple du syndrome du nez. Mathieu Bablé en est conscient et revendique un effort pour ces personnages féminins justement. Parce qu'on peut croire que c'est terminé ces histoires, mais non, il existe bien encore des BD où la femme est totalement absente du récit, sans que ça ne choque personne. Prenez Les Indes fourbes par exemple, sorti en 2019. La BD est géniale, unanimement reconnue, Grand Prix RTL, Prix Landerneau, Prix Historia, Prix je sais pas qui, Prix je sais pas quoi, Prix des libraires. Mais citez-moi une seule femme dans l'histoire. C'est triste, hein? Et c'est pareil dans le dernier Spirou chez les fous, sorti en 2022. Il y a 3 femmes dans l'histoire. Une maman, une serveuse et une assistante. On fait mieux comme représentation. Bon, en dehors de cela, il faut reconnaître que les héroïnes de BD sont aujourd'hui d'une richesse incroyable. Vraiment, moi je les adore. Avec une psychologie recherchée à l'évolution intéressante
et au physique loin des clichés hypersexualisés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, laisser un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, regardez 10 fois la vidéo, ça me fait très plaisir et ça me pousse à continuer. Prenez soin de vous et de vos BD, et à bientôt!